Le 6 août 1945, les États-Unis larguent la première bombe atomique sur la ville d'Hiroshima. 200 000 victimes. Pour la première fois, l'ascension technologique et l'ascension de l'armement militaire jouent non plus contre un peuple lors d'une guerre, mais contre l'humanité. Le Japon a accueilli la plus grosse perte humaine en une seule fois de toute l'histoire de l'humanité. 200 000 personnes tuées uniquement parce que de l'autre côté du monde, un scientifique allemand a réussi, par goût de la science, à séparer le noyau d'un atome. On peut voir que cette tragédie qui a été vécue par le Japon influence considérablement le récit d'Eiichiro Oda. Il nous présente aujourd'hui, à travers un monde englouti dans les océans, les conséquences d'une arme biologique, d'une arme issue de l'intelligence de l'homme le plus intelligent du monde de One Piece, qui va pas seulement séparer le gagnant du perdant, mais qui va également détruire l'intégralité du monde. Les chocs que provoquerait une guerre nucléaire aujourd'hui dans notre monde dévasterait l'intégralité de la surface de la planète, éradiquant par la même occasion la race humaine. Dans One Piece, c'est la même chose. Nous avons vu qu'avec Mother Flame, la montée des océans suivait l'utilisation de cette arme interdite. Et Eiichiro Oda, dans cette explication et dans cette narration à travers le personnage du Dr Vegapunk, nous explique que si l'homme continue dans le monde de One Piece à utiliser la technologie pour éradiquer ses semblables afin de résoudre des problèmes minimes, il risque de mettre sans dessus-dessous l'intégralité du monde, il risque de mettre le monde sous les flots. Et c'est avec cette idéologie très inspirée de notre monde et de notre histoire, surtout de l'histoire du Japon, que Eiichiro Oda va nous expliquer la dangerosité de l'humanité, plaçant ainsi le plus bel aspect de notre race, l'intelligence, comme le principal cause, la principale raison qui risque de tous nous tuer. Bienvenue les gars dans la review du chapitre 1113 de One Piece où on va parler philosophie à travers les dires du Dr Vegapunk, mais également à travers Mars qui va nous poser la question, encore une fois dans l'œuvre, sur qu'est-ce que la mort d'un homme. Si tu aimes ce genre de vidéo, bien sûr mon frérot, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me mettre un petit commentaire et également à activer les notifications parce que des fois vous ne les recevez pas, et si vous voulez ce genre de review aux petits oignons, n'hésitez pas à le signaler à YouTube les frérots. Ce chapitre commence par une première révélation philosophique, celle de Mars. Qu'est-ce que la mort d'un homme quand celui-ci, par son intelligence, a réussi à sauvegarder son cerveau? Parle-t-on de la mort du cœur ou de la mort du cerveau? Bien sûr, la mort cérébrale. Et surtout, qu'en est-il de la longévité de ce personnage si celui-ci s'apprête non seulement à délivrer un message après sa mort, mais également à bouleverser l'intégralité du monde? Cette vérité que le Dr Vegapunk est en train de partager peut être un poison, peut être mal comprise, peut être mal interprétée par l'intégralité du monde qu'il a réussi à lier, il le dit lui-même dans ce chapitre, à travers ce message, que ce soit les pirates de la ruche, que ce soit la marine, que ce soit les doyens, que ce soit les différents peuples des différentes îles qui ont abrité ou non les Mugiwara, chacun est parfaitement égaux devant le message du Dr Vegapunk et devant l'annonce, devant même le spoil que celui-ci est en train de faire en tant que humanité. Vous aurez très certainement un geste à accomplir si vous ne voulez pas que le monde s'effondre sous les eaux. Pouvons-nous d'ores et déjà, à partir de ces éléments-là, imaginer un petit peu ce que pouvait être le monde il y a 800 ans? Est-ce que c'est un monde submergé? Est-ce que c'est pour avoir osé monter à la surface que finalement les fruits du démon punissent les utilisateurs de pouvoir retourner à la mer, de pouvoir nager? Quel sacrifice l'humanité a-t-elle fait pour remonter à la surface? Était-elle en symbiose avec les hommes poissons? Qu'est-ce qui ont amené aujourd'hui le Dr Vegapunk à faire une telle déclaration? On l'a vu à l'utilisation de Mother Flame que le niveau de l'eau montait quand celui-ci est utilisé. Est-ce que c'est un phénomène qui a été vu dans le passé? Est-ce que lors de la guerre du siècle oublié avec ce peuple antique et les 19 pays de l'Alliance, on a eu une subite montée des eaux également? C'est toutes les questions qu'on se pose sur la guerre, sur son impact et sur ce final, cette population humaine qui se sépare à cause d'idéaux différents, mais qui semble unie face à un message qui engloberait
les futurs, les souhaits et les rêves de tous effondrés sous les flots. Nous avons dans ce chapitre une réelle remise en question de ce que peut créer l'homme et de son impact sur l'environnement. Le chapitre aborde également d'autres points et d'autres aspects. Nous pouvons voir les membres du Gorosei pour la première fois échouer. Nous avons Mars qui n'arrive pas à contrecarrer l'intelligence du docteur Vegapunk. Nous avons Nujuro qui se fait maîtriser par trois types de personnages, déjà par un Mugiwara Sanji qui arrive directement à rentrer dans sa défense et à le frapper directement au menton. Nous avons également Jawahar Boni qui ne se contente pas d'être la femme ou la princesse de service et qui elle-même va utiliser les limites de son fruit du démon pour se transformer en géant et directement piétiner Nujuro. Et enfin nous avons les géants qui, face à cette menace, se permettent d'intervenir dans le combat pour bloquer très certainement le plus charismatique des membres du Gorosei. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a une autre union qui va venir à bout de Saturne qui a pour ambition de récupérer Nico Robin. Il le dit, c'est une personne dangereuse, c'est finalement les souvenirs d'Ohara qui risquent de remonter, de par le docteur Vegapunk qui va très certainement se venger, mais par aussi juste le fait que Nico Robin soit en vie. Ce sont toutes ces défaites cumulées d'année en année qui aujourd'hui explosent à la face du monde sur Ex-Id. Mais pour protéger Nico Robin, ce n'est pas Monkey D. Luffy le capitaine, ce n'est pas les deux ailes du futur roi des pirates, Zoro et Sanji, c'est bien les Mugiwara les plus faibles qui, en alliant directement leurs techniques, que ça soit Dami, que ça soit Usopp, que ça soit Soul King, ils arrivent tous à bloquer l'attaque de Saturne. Les membres du Gorosei qui a été montrés comme les personnages très certainement les plus puissants, on s'est tous posé la question, est-ce qu'ils sont plus puissants qu'un marine? Est-ce qu'ils sont plus puissants qu'un amiral? Finalement, n'arrivent pas à venir à aboutir, à arriver à leur fin. Voilà pour les éléments que je voulais partager avec vous pour ce chapitre. Je ne suis actuellement pas là, je suis en vacances. Je vais vous faire une vidéo très rapide sur les tenants et les aboutissants des thèmes qui sont délivrés directement dans ce chapitre. Les thèmes de la guerre, le thème des choix des membres du Gorosei qui ont choisi finalement de sacrifier le secret ou le risque que la vérité soit dévalée pour pouvoir conserver les ressources qui les amèneront à développer ces armes qu'on pourrait qualifier de nucléaires, les Mother Flame, qui pourraient à jamais dévaster le monde de One Piece tel qu'on le connaît et ériger les flots à une telle hauteur que plus aucune surface de la Terre serait habitable. Je vous souhaite une excellente journée. On aura très certainement des spoils la semaine prochaine puisque c'est une pause magazine et pas une pause d'Eshiroza. Je vous le dis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. Je vous kiffe les gars, passez un excellent week-end. Allez, ciao, bye bye.